Compagnons de l'Ordre, épisode 3. Dans l'épisode précédent, Éoliel et Wally ont retrouvé le Fluotréal en train de faire trempette dans la coupette d'un troll. Pendant qu'Éoliel récupérait le Fluotréal et entreprenait de lisser ses plumes afin de lui rendre sa dignité, Roar se tourna vers Wally. « Une petite partie ? Tout dépend, une partie de quoi ? Une partie de goûtu, répondit le troll. Mais au fait, le petit gâteau volant ne nous a pas présenté, moi c'est Roar, et le grand qui ronchonne c'est mon pote Lougar. Enchanté, je m'appelle Wally, et la blondinette c'est Éoliel. Et alors, ça consiste en quoi le goûtu ? Bah, tu connais la fameuse boisson de Susvinas. Elle change de saveur en fonction de ton humeur. Du coup, avec Lougar, on se fait penser à plein de trucs pour trouver des nouveaux goûts. Cool, répondit Wally en se hissant sur un tabouret trop haut, d'où elle allait commander sa chope, lorsqu'un rugissement la fit sursauter. Ah, mais il est là, mon beau gosse, rugit une femelle troll aux proportions inquiétantes. L'imposante créature, au visage simiesque et à la mâchoire proéminente, se fraya un chemin au milieu de la foule en arborant un sourire carnassier. Roar sursauta à son tour et porta son énorme main à sa tempe, de façon à essayer de dissimuler ses yeux derrière cette œillère dérisoire. « Oh non, pas elle !» se lamenta-t-il, pendant que Lougar se remettait à ronchonner en fustigeant cette foutue femelle qui donnait une fois encore un goût de betterave à sa boisson. « C'est quoi le problème ?» s'enquit Wally l'œil pétillant. « Cette femelle troll s'est mise en tête de se fiancer avec l'objet rare ici présent, » ricana Lougar, profitant de cette ironie inespérée pour modifier la saveur de sa chope. Roar, malgré sa stature colossale, affichait un air terrifié. « Sortez-moi de là, et je vous suivrai jusqu'au bout du monde » chuchota-t-il désespéré, en essayant maladroitement de se cacher derrière un pilier à peine plus gros qu'une de ses cuisses. Dans les magnifiques yeux bleus d'Éoliel venait de s'allumer une lueur de défi. Elle se jeta au cou du troll sidéré et gratifia l'énorme créature d'un câlin on ne peut plus provocateur. « C'est mon nounours à moi » annonça-t-elle, défiant de façon totalement inconsciente la monstruosité faite femme dont le regard laissait présager un déferlement de fureur. « Cette fille est folle » se désola Wally en portant la main à son front. Lougar, en habitué des tavernes de Tornetrogne, sortit instantanément de son apathie. « Faut se casser maintenant, ça sent le village. Vite, une diversion !» Wally réagit au quart de tour, et montant sur son tabouret, enfonça la tête de l'ogre qui somnolait derrière elle, dans le vaste plat de hachis dont il n'avait dévoré qu'une moitié du contenu graisseux. Le monstre furibard se réveilla de fort mauvaise humeur, et balança son poing au hasard dans la face de son voisin le plus proche. La bagarre éclata instantanément. Lougar attrapa la manche de Wally d'une main, le tonnelet de l'autre, et tira l'ensemble vers la sortie. Éoliel, toujours pendu au cou de Roar, profita de la cohue pour pousser de toutes ses forces avec ses pieds contre le poteau, et projeta son nouvel ami à travers la fenêtre. Quand ils s'époustèrent, plutôt fiers d'avoir sauvé leur précieux tonnelet, une lueur bleue embrasa l'intérieur de la taverne, où se déchaînait une baston de comptoir. « C'est quoi ça ?» interrogea Éoliel debout derrière Roar, le menton appuyé sur la tête du troll assis par terre. « Ça, répondit Lougar, ça s'appelle un vidage. À Tornetrogne, tous les établissements sont en fait des portails. Ces téléporteurs peuvent, en cas de bagarre, être actionnés par les tenanciers. Les clients se retrouvent à une lieue en dehors de la ville, mais leur consommation reste sur place, ce qui explique ce qui va suivre. » À peine avait-il terminé son explication qu'un des nombreux passants hurla « Vidage !» Ce cri de ralliement provoqua une ruée vers la taverne, où les consommations restées sur les tables trouvèrent trop vite preneur. À une lieue à l'ouest de Tornetrogne, c'est un Fluotréal très en colère qui réébouriffa la moitié de son plumage qu'une elfe avait gentiment lissé. « Ah, ça m'énerve, hurla Bébert. Le messager des dieux, qui venait en quelques minutes de découvrir sa première baston de comptoir et la sensation du besoin de se venger sur quelque chose, fusilla du regard le groupe de bagarreurs qui se balançaient encore quelques mandales. L'oiseau se mit à leur tourner autour à une vitesse hallucinante. De ce déplacement ultra rapide, naquit un vortex lumineux qui, une fois dissipé, révéla une trentaine de volatiles s'éparpillant en désordre. Dans son mouvement de colère, le Fluotréal venait de transformer tous les belligérants, ne leur laissant de leur apparence première que leur tête coiffant ridiculement des corps d'oiseaux. À Tornetrogne, où la fête de Susvinas battait son plein, Lougar, Roar, Éoliel et Wally en étaient à leur 12e choc. « L'ennui avec le goûtu, expliqua Roar, c'est que ça vous conduit régulièrement aux latrines. Je vais devoir vous abandonner un moment, s'excusa-t-il avant de s'éloigner en titubant. Non loin de chacune des 4 portes de la ville était alignée une vingtaine de cabanes de bois, teintes en bleu azur et décorées de nuages blancs. Derrière un pupitre de belle taille, une ogresse, à l'air peu avenant, tricotait de ses doigts boudinés un improbable gilet. La créature, à l'air revêche, surveillait d'un œil torve la longue file de clients, à divers stades de l'ivresse, qui serpentaient jusqu'à elle. Près de la dame Pipi, vautrée sur ses pelotes de laine malodorant, un gnome hurleur braillait à intervalles réguliers.
Une pièce de bronze par personne. Lisez le parchemin cloué sur la porte avant de quitter la cabine. Si vous savez pas lire, merci de le signaler. » Les gnomes hurleurs, bien que de très petite taille, étaient très prisés de tous ceux qui avaient besoin de se faire entendre. De leur corps chétif jaillissait en effet une voix de stentor, portant à bonne distance. Ces créatures avaient de surcroît la capacité de retenir des textes d'une grande longueur. Leur seul défaut, outre leur mauvais caractère notoire, était leur insatiable besoin de posséder, engendrant fatalement des dons particuliers pour le chapardage. Roar, qui ne se sentait pas particulièrement à l'aise dans les files d'attente, occupa son esprit dans l'observation approfondie des cabines colorées, et se demanda ce que pouvait signifier la présence insolite du corbeau posé sur chaque latrine. Après avoir payé le gnome énervant, en réprimant l'envie de lui faire ingurgiter la plotte puante qui lui servait de matelas, le troll atteignit avec soulagement la guitoune qui lui avait été attribuée. L'étudiant dégingandé qu'il précédait essayait en se tortillant toutes les portes, s'acharnant désespérément sur les poignées. Le malheureux courait de l'une à l'autre, une main cramponnée à son entrejambe. Cet embourinage frénétique n'aboutissait qu'au ricanement ou, au mieux, au grognement des occupants peu scrupuleux. Une fois dépassé l'alignement des cabines, le grand échalas aux cheveux hirsutes, arrivé au-delà de sa résistance, défourailla et entreprit d'accomplir au dehors ce qu'il aurait dû accomplir au dedans. Mal lui en prit, l'ogresse alertée par les hurlements du gnome hurleur, bondit sur le malheureux et l'attrapa par le col sans même lui laisser le temps de retrouver sa dignité. Le malheureux, dégoulinant, eut beau protester, il se sentit soulevé de terre et transporté, tel une vivante fontaine, jusqu'au gnome qui ne se fit pas prier pour lui faire les poches. Profitant du chahut et de l'hilarité générale, Roar empoigna la poignée de porte, bien décidé à mettre fin aux agissements scandaleux du pisseur longue durée de la cabine 16. Le décès du vaillant mécanisme semblait inéluctable. Cependant, il sembla que le destin en décidait autrement, car la porte, sans doute par instinct de survie, se laissa ouvrir. Au grand étonnement de Roar, elle révéla un habitacle vide. « Pas foutu d'ouvrir une porte, ce grand couillon », pensa le troll en ricanant bêtement, avant de s'isoler enfin dans le lieu d'aisance. Une fois libéré de l'envie qu'il tenaillait depuis des heures, le troll s'intéressa au parchemin placardé sur la porte. Ah, le fameux parchemin d'Autowash. On lit et hop, le sort de propreté qui décape tout du sol au plafond. C'est bien pratique ça, allons-y. Au moment où il allait commencer la lecture, un flash bleu aveugla Roar. La seconde suivante, il se retrouvait dans une vaste pièce, au plafond à caisson, dont les murs, en partie couverts de tentures de velours vert, laissaient apparaître de grandes fresques évoquant des exploits d'aventuriers. Des rayons de soleil traversaient les vitraux en raies de lumière aux couleurs chaudes, ajoutant une ambiance agréable à l'endroit. Roar était perdu dans cette observation lorsqu'il s'aperçut avec horreur qu'il ne portait plus le moindre vêtement. « Mais c'est pas possible! C'est quoi ce bordel ?» s'écria le troll en s'efforçant de son mieux de cacher sa nudité. « Je suis tout nu! Hé !» hurla-t-il les yeux exorbités. « Rendez-moi mes habits !» Désespéré par le silence qui fut la seule réponse, il s'assit misérablement sur un banc de bois, trop petit et tout froid. Dans la taverne surpeuplée, Éoliel, Wally et Lougar commençaient à se poser des questions sur la disparition prolongée de leur ami. C'est le nécromant qui finit par poser la question. « Mais qu'est-ce qu'il fabrique, le Maous? Il a racheté le fond ou quoi? Ça nous ferait une sacrée dame pipi, gloussa bêtement Wally en manquant de tomber de son tabouret. » Éoliel reva brusquement la tête, faisant voler sa superbe chevelure. « Mais si ça se trouve, c'est l'énorme pouf de tout à l'heure qui est revenu le kidnapper. Vite, faut aller le chercher, s'écria-t-elle en bondissant, ce qui aurait eu pour effet de la faire s'étaler en beauté si une demi-douzaine de mâles ne s'étaient précipités pour la retenir. « Oups, ça tourne, Baby à l'elfe, assez fier de l'effet produit. Mâchouillez ça, vous autres, intima-t-elle à ses deux amis, en leur tendant de petites feuilles rougeâtres dont elle avait déjà porté un exemplaire à ses lèvres. Lougar s'exécuta sans broncher et ressentit immédiatement l'effet dégrisant des feuilles d'algaricium. Le trio rejoignit sans encombre la longue file menant aux toilettes de la porte ouest. Alors qu'ils atteignaient enfin le pupitre de bois, l'elfe fut instinctivement attiré par le gnome qui semblait somnoler sur ses plottes de laine. C'est lorsqu'elle s'approcha en fronçant son joli petit nez que le personnage qui faisait semblant de dormir lui hurla au visage sa phrase du moment. Éoliel bondit en arrière en se bouchant les oreilles, ce qui lui permit de constater horrifié que chacun des boutons du gilet moche que tricotait l'ogresse était en fait une vraie tête de mouton, vaguement grattée. Cette vision d'horreur fut plus que ne pouvait en supporter notre cœur tendre, qui bondit en hurlant, se cachait dans la première cabine disponible. Bousculant un moustachu bedonnant qui essayait en vain d'ouvrir la cabine 16, Éoliel s'y engouffra en trombe et claqua la porte. « Hi hi, je les ai tous roulés, s'esclaffa-t-elle en libérant enfin sa vessie. « Oula, j'en pouvais plus, moi. » Alors qu'elle allait ressortir, l'attention d'Éoliel fut attirée par le parchemin d'Autowash. « Hé, un parchemin, super. Tiens, un flash bleu. » Éoliel atterrit dans la même pièce que Roar, qui se redressa par réflexe et tenta désespérément de se rendre décent. « Hé, mais t'es là, toi, finalement, on te cherchait partout. »« Mais t'es tout nu. Haha, c'est marrant. » Pas du tout, s'enfrogna Roar en se dissimulant maladroitement derrière un morceau de tenture. « Hihi, le petit coquin, tu faisais quoi ?»« Y'a rien du tout, s'égousilla Roar. Arrête tout de suite de regarder, retourne-toi. »
Éoliel éclata de rire devant la vertueuse indignation du troll. Elle était sur le point de lui proposer une petite jupette, lorsque dans la lueur bleue désormais familière apparut Wally. « Ah, bah voilà, je me disais bien aussi qu'il y avait quelque chose de louche avec ces cabinets. Mais pourquoi tu te marres comme ça, toi ? Oh, bah il est là, lui. Mais il est tout nu. » Roar empila maladroitement 3 petits bancs de bois et essaya de se cacher derrière. « Arrêtez de me reluquer. C'est cette saleté de téléporteur qu'a gardé mes habits et mon équipement, c'est honteux. »« Haha, c'est plus dit bon, un troll. »« Je me sens un peu fatigué, Mnoda Éoliel. Je me saurais bien sur un petit tabouret. Tu m'en prêtes un, Roar ?» Les 2 filles éclatèrent de rire devant l'air accablé de la grosse créature qui se cramponnait à ses sièges. Le flash bleu éclaira une nouvelle fois la pièce, saluant l'arrivée de Lougar. « Eh, voilà tous. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Là qu'ils font village même dans les gognos maintenant. Je vais retourner à la fête, moi. Et puis on est où d'abord? Eh, mais dis donc, toi, qu'est-ce que tu fous à poil, là? C'est une malédiction, s'insurgea le troll. Pourquoi est-ce qu'il y a que moi qui suis arrivé tout nu? C'est pas juste. Bah, et les grandes portes, là-bas, elles sont fermées? J'en sais rien, je suis pas allé frapper, figure-toi, t'as vu ma tenue? J'aimerais autant que personne n'entre. Il y a déjà bien assez de monde comme ça. Laissons Wally, Éoliel, Lougar et Roar essayer de comprendre ce qui leur arrive, et retournons à Tornetrogne, où la fête bat son plein. Susvinas, comme tous les événements festifs d'envergure, attirait un très grand nombre de personnes dont l'absorption massive de produits alcoolisés atténuait dangereusement la méfiance. De fait, ces joyeuses réjouissances devenaient le paradis des tire-laines, vide-goussets et autres détrousseurs. Tous ces braves gens agissaient sous l'étroite surveillance des espions de la guilde des voleurs et malandrins. Rares étaient les larrons assez téméraires pour oser agir sans s'acquitter de la taxe exigée, la crainte de se retrouver proprement étripé au coin d'une rue suffisant généralement à dissuader les brigands indépendants. 2 personnages de petite taille étaient cependant parvenus à tromper toute vigilance. Ces 2 nains, parfaitement identiques, avaient élaboré une technique plutôt efficace. La première phase de leur plan consistait à repérer les fêtards, à la fois intéressants à piller et passablement éméchés. Les 2 compères s'arrangeaient alors pour se retrouver dans le champ de vision de leurs victimes, puis employaient exactement la même gestuelle, de façon à leur donner l'impression qu'elles voyaient double. La seconde phase consistait en une sorte de ballet, savamment orchestré, où les doubles se rapprochaient puis s'éloignaient l'un de l'autre pour ajouter encore à la confusion. Les mimiques et palabres de l'un occupaient l'esprit du pigeon, qui, ne croyant avoir affaire qu'à une seule personne, se faisait discrètement délester d'une partie de ses biens par le deuxième. L'idée de génie des 2 frères était de ne prélever qu'une partie des biens de leurs généreux donateurs, tout en laissant le reste soigneusement en place. Les victimes ainsi piégées, bien souvent, ne s'apercevaient même pas qu'elles s'étaient fait dévaliser. Une fois leurs escarcelles bien garnies, les nains partaient se cacher dans un coin pour trier leur butin, puis traversaient la ville pour aller immédiatement écouler leurs marchandises. Les 2 nabots ne repartaient jamais sans être parvenus à redérober une partie du butin aux personnes avec lesquelles ils venaient de faire affaire. Après une demi-journée de rapine, un espion de la guilde, sec et long comme un jour sans pain, commença à s'intéresser sérieusement à leur cas. Cette asperge tenace les contraignit par sa seule présence à mettre provisoirement fin à leurs lucratives activités. Cet inhabituel désœuvrement, totalement incompatible avec leur caractère survolté, conduisit tout naturellement les jumeaux à boire comme d'honnêtes fêtards. Les 2 frères se croyaient d'ailleurs tirés d'affaire lorsqu'un grand échalas encapuchonné vint sans façon s'asseoir à leur table. Avec un regard menaçant, il dévoila discrètement le médaillon de la guilde des voleurs dissimulé dans ses vêtements. « Bien, commença-t-il, avec un sourire narquois, nous allons pouvoir commencer à faire les comptes. » Pendant que l'un des jumeaux affichait une mine faussement résignée, l'autre, d'un regard rapide, embrassa la vaste salle enfumée. Sa vivacité d'esprit ne fit pas défaut. Prétextant aller chercher une chope pour leur hôte, il descendit de son tabouret et partit d'un pas traînant vers le bar surpeuplé. C'est en revenant vers sa place qu'il fit un crochet vers l'endroit qui avait attiré son attention. Un couple assez mal assorti occupait tout le centre de la salle, comme si leur aspect menaçant incitait à une prudente distance. En effet, une jolie brunette aux grands yeux sages était accrochée à une sombre brute à l'air patibulaire qu'elle dévorait d'un regard langoureux. L'objet de fascination de la jeune femme était pourvu de bras énormes, dont les tatouages morbides étaient zébrés de cicatrices. Émergeant de son torse puissant, un coup de taureau supportait un visage à la lourde mâchoire carrée et au nez cassé. Ses yeux d'un bleu très clair auxquels de minuscules pupilles donnaient un air particulièrement cruel laissaient imaginer le nombre de fois où le cerveau du bourrin avait dû cogner les parois. Une vraie tête d'assassin, se dit le nain en se dirigeant vers la vivante menace. Les épais sourcils de la brute prirent une courbure des plus inquiétantes lorsque le petit personnage posa maladroitement une chope sur la table et bredouilla. Mon maître, hésita-t-il. Le grand monsieur là-bas avec le capuchon désire offrir une boisson à la dame et l'inviter pour la soirée. Le front du molosse se barra d'une grosse veine où palpitait la haine. S'emparant de la chope, avec un grognement digne d'un ours, il partit se planter devant l'espion de la guilde, qui comprit trop tard pourquoi cet énorme abruti lui renversait la totalité d'un boc sur la tête. Le redoutable barbare attrapa le malheureux par le col.
l'arracha de son siège avec une sauvagerie peu commune et le propulsa à l'autre bout de la salle, dans un grand fracas de meubles brisés et de protestations. Les deux rusés avaient à peine eu le temps de se précipiter à l'extérieur qu'un flash bleu illumina derrière eux l'intérieur de la taverne. Vidage! Tout ce remue-ménage avait donné à réfléchir aux deux frères, qui se dirigèrent d'un pas tranquille vers les commodités afin de compter leur butin à l'abri des regards indiscrets. Ils en étaient à discuter dans la longue file d'attente lorsque Laius, le gnome hurleur, leur fit froncer les sourcils. « Une pièce de bronze pour aller pisser! C'est un scandale! Vous avez bien raison, monsieur » brailla l'un des nains en prenant à témoin un pauvre bougre qui n'avait rien dit. « Ça devrait être moins cher pour les hommes !» Cette déclaration machiste eut pour effet de semer une zizanie monstre dans les rangs habituellement tranquilles passant devant la dame Pipi. Profitant de la cohue, les nains coururent le long des cabines en essayant toutes les portes, dont seule la 16e céda, alors qu'elle venait de se refuser à une femme hystérique qui s'acharnait dessus depuis quelques secondes. Une fois à l'abri, les gredins examinèrent leur butin. Et hop, un joli médaillon de la guilde des voleurs et malandrins. Haha, trop fort! Dis voir, c'est quoi ce paplard sur la porte? Dans un éclair bleu, les deux petits personnages atterrirent au beau milieu de la vaste pièce, où un grand type pâle et deux jolies filles regardaient en rigolant un troll tout nu et pas content. Mais c'est pas vrai, deux de plus, ils vont quand même pas téléporter tout en neutron ici, non? Et comme par hasard, je suis le seul à avoir atterri à poil. Laissons-la ronchonner notre imposante amie, qui proteste, grogne, bougonne et ronchonne. Il est temps de faire appel au fluotréal pour une description des deux nouveaux arrivants. Hey, Bébert, c'est à toi. Ouais, pas si fort. Oh, bébé, on dirait que ta voix débarque des profondeurs infernales. Pourquoi ça résonne comme ça quand tu parles? C'est rien, t'occupe. Et comment ça, c'est rien, mais t'es où? On dirait que tu parles dans un tonneau. Non mais quelle honte, t'es resté à Tornetrogne, espèce de tréteau de buvette. Bon allez, lis-nous la fiche des nains qui viennent d'atterrir avec le reste du groupe. Ah, mais arrête de crier. Bon, alors les nains, c'est Backlord et Stirlord. Ce sont des nains guerriers, niveau 1. Caractère, voleur, survolté, moqueur, casse-pied de compète, courageux, joyeux et farceur. Ils maîtrisent le combat à la hache, l'aptitude au lancer d'objets hormis les armes de jet, esquive et technique de chapardage en doublette. Stirlord est en outre capable d'enchanter des armes d'acier. Objet permanent, une hache de guerre runique à double tranchant pour Backlord et un marteau de guerre enchanté pour Stirlord. Matériel de crochetage enchanté contre les bruits dans une petite sacoche de cuir. Objet préféré, un casque, cotte de maille acier, bracelet de force, bottes et manteau de cuir sombre. Leurs petits équipements sont méthodiquement rangés dans une quantité de pochettes de cuir dont ils sont bardés. La technique de combat des jumeaux est sensiblement la même que celle d'un barbare ou d'un chien enragé. Ils foncent dans le tas à grands coups de hache. Historique. Backlord et Stirlord sont nés à Rocorbière, la capitale des nains. Rien de légendaire ne caractérise leur famille, bien que pour la frime ils prétendent, à tort, être les descendants indirects du nain ayant accompagné les hobbits. Chassés de la maison familiale et poursuivis sur plusieurs lieux par une mère excédée armée d'un chaudron et d'une massue à picot, ils se sont très jeunes lancés dans l'aventure. Ils parcourent à présent le plan du milieu, sans autre but que de s'enrichir, de s'amuser, de boire à outrance et de faire tourner la moitié du monde connu en bourrique. Comportement. Les jumeaux sont inséparables, super actifs et toujours de bonne humeur. Description physique. Très représentative de la race naine. Petit, trapu, cheveux longs, barbe blonde, ceinte d'une imposante bague d'argent massif. Chaussés de bottes disproportionnées à coques extérieures. 1m35 pour 60 kg sans les équipements. Leur petite taille et leur corps tout en air et en muscles leur permet d'être bien plus agiles que leurs congénères. Ah, merci pour la description, Flubert le loquace, et arrête de boire, je vais avoir besoin de toi bientôt. Non mais oh,